Bonsoir Christian Estrosi. Bonsoir. Merci d'être avec nous, bonne année. Bonne année. Vous êtes député maire de Nice, 5e ville de France, vous êtes candidat à votre propre succession, vous êtes aussi vice-président de l'UMP, secrétaire général de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Vous connaissez les règles du jeu, on est ensemble jusqu'à 20h. Dans cette première demi-heure, c'est moi qui vais vous interroger sur l'actualité politique et puis sur Nice. Et puis j'accueillerai ensuite Emmanuel Le Chypre pour Question d'écho. Emmanuel Le Chypre qui est éditorialiste à BFM Business et vous pouvez nous regarder, nous écouter sur BFM Business Télé et radio. Et puis ensuite, c'est Christophe Onodibio, le directeur adjoint de la rédaction du Point, qui viendra à cette table pour la partie Christian contre Estrosi, revenir sur votre parcours, sur les cohérences ou alors les contradictions. Et puis dans la deuxième heure, on reviendra sur l'actualité de la semaine. Jean-Jacques Urvoas sera ensuite là pour vous apporter la contradiction. C'est lui qui porte les questions de sécurité au Parti socialiste. Et puis il est président de la commission des lois. Et puis dès à présent, Véronique Jacquier nous regarde depuis la régie. Elle va vous écouter tout au long de cette émission. Et c'est elle qui viendra clore l'émission avec l'After RMC. On va tout de suite se tourner vers 2014. Vous avez écouté les vœux de François Hollande. Il a promis, je cite, un pacte de responsabilité aux entreprises avec baisse de charges, allègement des contraintes. Il a promis de lutter contre les excès de la protection sociale, de baisser les impôts, de baisser la dépense publique. On a l'impression que c'est des promesses qui pourraient presque venir de votre camp. Vous applaudissez ? Je ne peux qu'applaudir ces promesses, si ce ne sont que des promesses qui viennent de François Hollande. Et on sait désormais ce que valent les promesses qui viennent de François Hollande. Donc je prends cela aussi bien pour un gag que tout simplement pour une sorte de technique dont il est habitué, une technique de l'embrouille. Vous dites un gag, mais cela dit, vous dites aussi que les promesses, vous pouvez quand même les saluer. Si jamais il allait jusqu'au bout de ses promesses, si jamais il appliquait effectivement ce qu'il a promis le soir des vœux, vous seriez plutôt content, non? Apolline de Malherbe, il y a quelque chose que j'ai peut-être pas bien compris ce soir-là, mais vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer. Ce sont des promesses à quelle échéance? Parce qu'il me semble que le 31 décembre 2013, quand le président de la République présente ses vœux aux Français, c'est pour ce qui va se passer en 2014. Or, il a présenté des vœux le 31 décembre 2013 pour 2014 aux Françaises et aux Français, 15 jours après que le Parlement ait voté la loi de finances pour 2014, qui, après avoir écrasé de près de 30 milliards d'euros les entreprises et les Français de plus en 2013, nous propose d'y rajouter 12 milliards d'euros de fiscalité de plus. Donc pacte de stabilité. Il promet des choses qu'il aurait pu déjà faire, et qu'il n'a pas faites. On est quand même habitué à quelque chose de la part de M. François Hollande. C'est que chaque fois qu'il est dans une impasse, il nous parle de choc ou il nous parle de pacte. Ça a été le choc de simplification. Ça a été le choc de compétitivité qu'il a transformé ensuite en pacte de compétitivité. L'intention, Christian Estrosi, elle est plutôt louable, non? Attendez, le 31 décembre, il y avait une échéance. Le 31 décembre, c'était l'échéance où M. Hollande avait promis aux Françaises et aux Français qu'on aurait inversé la courbe du chômage et que celui-ci aurait été complètement endigué. Bon, là-dessus, c'est raté? Je pense que la première chose qu'il aurait dû faire, c'est pas un drame de dire aux Françaises et aux Français avec une certaine honnêteté, une certaine transparence, je m'excuse, j'ai pas tenu, j'ai pas respecté. On voit bien qu'il a essayé de détourner l'attention des Français. Après leur avoir envoyé en septembre dernier une augmentation de l'impôt sur le revenu, où même les plus modestes et les classes moyennes ont été taxées comme elles ne l'ont jamais été. Même certains qui n'avaient jamais été soumis à l'impôt sur le revenu l'ont été pour la première fois, avec toutes les conséquences que ça a en cascade. Parce que dès lors que vous payez ne serait-ce que 80 € d'impôt sur le revenu, vous êtes assujetti d'un coup à la taxe d'habitation, vous n'avez plus droit au transport gratuit, vous n'avez plus droit aux tarifs réduits pour les cantines scolaires pour les enfants, etc. Quand vous dites que c'est un gag, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le prenez plus au sérieux aujourd'hui, le président de la République? Mais les Français vous le disent dans les enquêtes d'opinion. Ils ne le prennent plus au sérieux. D'ailleurs, je vois qu'il y a près d'1 million de Français qui ne l'ont même pas regardé cette année lors de ses vœux, et que près de 75 ou 80% d'entre eux ont dit qu'ils ne croyaient pas. Avoir été convaincus. Et je fais sans doute partie de ces Français qui n'y croient pas du tout un seul instant. Christian Estrosi, en même temps, on entend le MEDEF qui dit qu'il est prêt à jouer le jeu. Est-ce que vous n'avez pas envie quand même à un moment de vous dire, bon bah, mieux vaut quand même y croire, mieux vaut espérer et accepter de jouer le jeu aussi? Mais je dis banco, moi aussi. Je suis prêt à jouer le jeu si demain M. Hollande me propose que nous puissions ensemble avec les collectivités locales. Vous en attenderiez quoi, par exemple, du pacte de responsabilité, concrètement? Je vous prends un exemple. Les collectivités, aujourd'hui, sont celles qui représentent 70% de l'investissement public dans notre pays. C'est donc un des plus gros pourvoyeurs d'emplois et de créateurs d'activités et de richesses.
Bon, là où, à partir du 1er janvier, en tant que maire d'une grande collectivité, je suis assujetti à 3% de TVA de plus sur la collecte et l'enlèvement des ordures ménagères, à 3% de plus sur les transports, à 3% de plus sur l'ensemble des travaux. Cette hausse de la TVA, le gouvernement précédent, sous Nicolas Sarkozy, l'avait promis également. Faux. Ah, il devait y avoir une hausse de la TVA. Faux. Nous ne parlons pas de la même TVA. La TVA qu'avait... C'était pas en échange exactement des mêmes choses. Enfin, mais pas exactement, oui, mais c'est un sujet majeur. Il y aurait eu une hausse de la TVA. C'est un sujet majeur, car la hausse de la TVA que nous avions votée, je le rappelle, était une TVA à 21,6%, c'est-à-dire la TVA haute, la TVA dite anti-délocalisation, c'est-à-dire celle qu'auraient payé ceux qui produisent depuis l'Asie, depuis un certain nombre de régions du monde où on ne respecte pas les mêmes règles sociales et environnementales que la France, et qui étaient accompagnés, je vous le rappelle, de baisse de charges sociales et patronales et salariales pour les entreprises, c'est-à-dire baisser les charges des entreprises, faire monter la TVA qui nous permettait de défendre le fabriqué en France. Là, ce qu'on nous propose, c'est d'augmenter une TVA qui porte sur de l'emploi non délocalisable. Ne me dites pas que les transports urbains, la collecte des ordures ménagères, les travaux que nous faisons faire par nos collectivités ou que les particuliers font faire à domicile, ce sont des emplois délocalisables. On voit bien qu'on n'est pas sur le même sujet. Donc vous n'avez pas été convaincu par les vœux. Qu'est-ce que vous attendez quand même du gouvernement en 2014 ? Mais d'abord, si vous en attendez quelque chose. D'abord, encore une fois, on parle de 2014. Est-ce que oui ou non, Apolline de Malherbe, les Françaises et les Français auront une augmentation d'impôts en 2014? La réalité, c'est oui, puisque le Parlement a voté la loi de finances qui augmente les impôts pour les Français et qui augmente les charges pour les entreprises. Donc on nous propose, parce que M. Hollande est aujourd'hui dans une impasse, il essaie toujours de trouver une issue. Sauf que François Hollande, pendant les vœux, il a dit que les impôts étaient lourds, trop lourds, je le cite. Oui, alors pourquoi... Donc il fait le même constat que vous, visiblement. Et pourquoi il ne fait pas un chèque à tous les Français pour les rembourser de ce qu'il leur a fait payer au mois de septembre? C'est ça ce que vous lui demandez? Pourquoi il ne supprime pas les impôts qu'il a augmentés en 2014, puisqu'en 2014, après les beaux vœux de M. Hollande présentés le 31 décembre dernier, on sait que les impôts des Français vont augmenter? Pourquoi l'épargne familiale qui a amené le Parlement en une nuit, à voter sur les contrats d'assurance vie qui sont vraiment l'épargne familiale de base, 15% d'impôts rétroactifs, ce qui est un scandale, voter rétroactivement un impôt 15%. J'ai proposé moi que nous rendions inconstitutionnel de pouvoir voter tout impôt de manière rétroactive dans notre pays. Eh bien, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il a parlé de tout ça en 2014? C'est quand même de tout cela que ce sera fait. C'est-à-dire des pertes d'emplois de plus, des pertes de pouvoir d'achat, de la perte de consommation. Et on nous dit pour s'en sortir et créer un écran de fumée, allez, je vous invite à avoir un pacte de responsabilité. Après un choc... Du coup, si on comprend bien, vous en attendez effectivement plus grand-chose. Est-ce que vous estimez que les échéances électorales qui viennent, notamment les municipales évidemment, doivent être le moment de sanctionner le gouvernement? Tiens, juste un dernier exemple qui est très significatif. Je vous rappelle sur le pacte de compétitivité qu'il avait proposé un crédit d'impôt pour les entreprises qui auraient des résultats à 2015. Vous savez le nombre d'entreprises qui seront mortes en 2015 et on nous parle de pacte de compétitivité. Alors à la question que vous posez, dont je ne veux pas me défiler. Est-ce que les municipales doivent être le moment? Est-ce que vous appelez les Français à sanctionner le gouvernement? Je veux être très mesuré sur ce sujet, dans le sens que nous voyons bien que les élections municipales sont un enjeu d'abord local pour les Français. Vous ne voulez pas en faire un enjeu national? Mais je souhaite bien évidemment qu'à cette occasion... lorsqu'ils auront à se prononcer, les Français fassent plutôt le choix de candidats qui n'augmentent pas la fiscalité locale, de candidats qui font le choix plutôt que d'augmenter la dépense publique en recrutant des emplois aidés ou des contrats d'avenir, fassent des contrats avec les entreprises. Mais c'est pas le moment pour vous de sanctionner le gouvernement globalement, parce que Jean-François Copé, vous êtes vice-président de l'UMP, Jean-François Copé, lui, dans ses vœux, il a appelé au vote sanction, très concrètement. C'est une manière, mais tout comme Jean-François Copé, tout comme François Fillon, je fais partie de ceux qui, bien évidemment, souhaitent qu'à travers ma candidature, ce soit l'opportunité pour certains de sanctionner le gouvernement. En même temps, nous savons très bien
que les élections locales, et je ne veux pas être partisan, il se trouve qu'il y a sans doute des communes en France où les électeurs trouvent que leur maire, même s'ils membres de la famille qui gouverne notre pays aujourd'hui, ont plutôt bien administré leur commune, n'ont pas augmenté, qui a beaucoup fait parler en 2013. Ont appliqué une politique totalement inverse à celle du gouvernement, n'ont pas augmenté la fiscalité locale, ont réalisé des investissements et des équipements. Donc il y a des bons maires de gauche, des équipements publics. Ça existe, des bons maires de gauche. Nous voyons bien que la pratique de la démocratie locale, qu'administrer une municipalité, c'est pas un sujet qui doit être instrumentalisé à tout prix par une formation. Oui, ça existe. Ça existe, j'en connais. Vous savez, je suis vice-président de l'Association des maires de France. Le maire de Lyon, par exemple, qui dit plutôt du bien de vous. Même Patrick Mennucci a été plutôt positif à votre égard. Écoutez, qu'il y ait aujourd'hui des grandes personnalités socialistes qui me trouvent quelques qualités, c'est tant mieux. Vous-même, vous trouvez quelques qualités à certaines grandes personnalités socialistes, alors. Et il m'arrive, notamment au sein de l'Association des communautés urbaines de France, où nous défendons ensemble, contre le gouvernement, je veux le rappeler, les mêmes amendements à la loi de finances pour nous défendre face à des dispositions qui sont spoliatrices pour les investissements que réalisent les communes sur le logement, sur la péréquation verticale, c'est-à-dire ce que nous amenons de notre potentiel aux équipements de l'intercommunalité qu'il y a autour des grandes villes. Plus globalement, là où au contraire le gouvernement choisit de nous faire des ponctions, de réduire nos dotations pour les envoyer vers des territoires qui ne font pas les mêmes efforts que les nôtres. Donc il se trouve qu'il y a une fronde des maires, vous savez, en France, qu'ils soient de gauche ou de droite aujourd'hui, qui ont une même vision pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour certains d'entre eux, bon, je peux vous prendre d'autres exemples. Je vous prends on peut prendre Madame Martine Aubry peut-être. Oui, allez-y. On dit qu'elle pourrait un jour être Premier ministre. Bon, je serais très inquiet si Madame Aubry devenait Premier ministre. Quand je vois que la taxe d'habitation que pratique Madame Aubry à Lille est d'un taux de 33,5%, là où celui que j'applique à Nice est de 21,3%. On va en parler tout à l'heure des impôts locaux à Nice. Alors que depuis 6 ans d'affilée, nous n'avons pas augmenté notre taxe d'habitation, on voit bien que ça n'est pas la même politique fiscale. Si on redescend un tout petit peu vers le sud, et là, on serait vraiment dans la logique. Redescendons un tout petit peu, on voit quand même la bataille parisienne qui est quand même plutôt mal engagée pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner aujourd'hui? On a quand même l'impression que cette bataille, qui devait être une vitrine de la droite, de la bataille des municipales pour la droite, c'est quand même très très mal engagé. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Nathalie Kosciusko-Morizet? D'abord, Nathalie Kosciusko-Morizet est une excellente candidate. Mais nous savons très bien que Paris, avec l'ensemble de ses arrondissements, c'est pas une élection municipale comme une autre, et qu'il est très difficile de fédérer toutes les énergies. Ce que je veux dire à tous ceux qui appartiennent à notre formation politique, à tous ceux qui sont nos partenaires, du centre, et bien d'autres encore, je leur dis l'unité. Ou vous aimez les Parisiens, ou vous aimez les Français, et vous en faites pas une affaire d'ego personnel, et vous vous unissez tous autour de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, ce sont des problèmes d'ego personnel que je ne peux que dénoncer. Charles Becbédé, ça a toujours été un poison mortel que de se diviser. Et nous voyons bien qu'au lendemain de chaque élection présidentielle, malheureusement, il faut un temps pour que chaque famille retrouve une forme d'unité. Nous l'avons connu pour le Parti socialiste après ses échecs. Nous l'avons connu pour l'UMP. Est-ce que plus globalement, vous estimez que c'est fini cette période-là? Est-ce que 2014, vous allez vous relever un peu l'UMP? Est-ce que ça s'est quand même beaucoup abîmé? Nous nous sommes donné de beaux rendez-vous, je trouve, le 25 janvier prochain, où avec les principaux responsables de l'UMP auxquels je suis associé, nous avons décidé de débattre pour un projet d'opposition commun, qui soit une sorte de tronc commun avec nos différences entre les centristes, les libéraux, les gaullistes auxquels j'appartiens. Vous êtes toujours filloniste aujourd'hui? Mais je ne suis pas filloniste. Je suis gaulliste. François Fillon? Je suis gaulliste. On ne peut pas être gaulliste et ensuite se retrouver chaque fois qu'on fait un bout de parcours. Malgré tout, au moment où il a fallu prendre parti, vous étiez quand même plutôt du côté des fillonistes. Mais j'étais aux côtés de François Fillon dans l'élection pour la présidence de l'UMP. Je partage avec François Fillon une vision de notre pays avec un certain nombre de sujets qui sont assez communs. Nous sommes gaullistes sociaux tous les deux et donc nous avons, c'est vrai, une vision de la France qui est assez proche. Pour autant, vous savez que je suis secrétaire général de l'association des amis de Nicolas Sarkozy, que j'ai 30 ans de parcours avec Nicolas Sarkozy. Pour autant, parce qu'effectivement, c'est pas évident d'être à la fois filloniste et président. Vous ne me ferez pas
prononcé ce soir un mot qui, contrairement à certains dans ma famille politique auxquels je le reproche, m'amène à le voir commenter pour avoir dit de l'un quelque chose contre l'autre. Je veux être quelqu'un qui propose des additions. Il y a des talents. Chacun avec une vision qui peut parfaitement s'additionner avec l'autre. Est-ce que 2014, c'est l'année où Nicolas Sarkozy doit revenir? Est-ce qu'il vous manque? Mais il y a un calendrier. Je ne sais pas ce que veut Nicolas Sarkozy. 2014, c'est les élections municipales. Je ne suis pas sûr que ce soit une échéance qui concerne directement Nicolas Sarkozy. Et qui plus est, Nicolas Sarkozy a choisi de prendre de la hauteur. En même temps, je suis heureux de défendre le fait qu'il reste pour nous une sorte d'autorité morale que nous avons le devoir de respecter. Que pour moi, ça a été un président réformateur qui a tenu le choc pendant la période la plus difficile qu'ait connue notre pays en matière de crise économique et financière. Nous verrons le moment venu quelles sont ses intentions. Pourquoi vouloir vous prononcer, vous et moi, sans savoir quelles sont ses intentions? Est-ce que la question, c'est pas tout simplement pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'il y a toujours un problème de leadership à droite. Vous savez, je dis une seule chose à Pauline de Malherbe. Prenons garde à n'abîmer personne dans notre famille politique. Et surtout pas l'image de l'ancien président de la République. On aura besoin de lui, on aura de toute façon besoin de lui le moment venu. Donc aujourd'hui, je dis à chacun, respectez l'héritage qu'il nous a laissé. Soyez fiers d'avoir partagé ce parcours avec lui dans un des moments les plus difficiles que notre pays ait connu. Exercer un mandat politique, c'est quelque chose de noble, même si nous sommes souvent caricaturés. Et notre première priorité, ça doit toujours d'avoir à l'esprit l'intérêt général de notre pays et le service de notre pays. Et c'est dans cet état d'esprit que dans ma formation politique, dans le respect de l'ancien président de la République, mais aussi de mes autres amis, de ma famille politique, je souhaite que nous nous comportions. On va écouter quelques paroles d'habitants de Nice, justement. On les écoute. On écoute d'abord Kevin qui voulait vous interroger sur le chômage. Bonjour, je m'appelle Kevin, je suis niçois et je suis étudiant en école de commerce. Et j'aimerais savoir comment la ville de Nice pourrait nous aider, nous, jeunes diplômés, à trouver du travail à la sortie de nos études. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre à lui? Est-ce qu'il peut espérer un peu? Oui, d'abord, je suis très heureux que Kevin soit en école de commerce à Nice, puisque la ville de Nice, déjà, a beaucoup investi pour qu'il y ait des écoles de commerce à Nice. Et nous avons, entre autres, une des plus prestigieuses de France, qui est l'EDEC, dont nous venons d'inaugurer la dernière tranche, qui est la 4e école de commerce en finance en France. Mais lui, qu'est-ce que vous lui répondez au monde, et la première en France. Ils sont plusieurs à vous avoir interrogé, je voudrais qu'on puisse leur répondre à chacun, mais du coup, qu'est-ce que vous lui répondez à lui? Deuxièmement, oui, c'est la diversification que nous avons engagée. Vous savez, il ne peut pas y avoir de vision d'investissement et de dépenses sans avoir une véritable stratégie économique. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez beaucoup pour l'emploi local? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la première métropole de France. On a fait une opération d'intérêt national qui s'appelle EcoValley sur 10 000 hectares. Aujourd'hui, j'ai des contrats signés pour l'implantation d'IKEA. Schneider Electric qui s'est installé il y a 2 ans. Nous avons signé avec Cisco, nous avons signé avec IBM, nous avons signé avec GDF Suez, nous avons signé avec EDF, ERDF, qui vont faire de l'alternance avec le campus universitaire du développement durable que nous sommes en train d'aménager dans la nouvelle technopole de Nice Méridia pour garantir à tous ces jeunes de l'emploi qualifié de demain. Eh bien, ce qu'il faut, c'est une mutation économique dans une grande ville comme Nice qui était essentiellement tournée vers le tourisme, que nous devons toujours soutenir comme étant la deuxième destination de France, et nous tourner aussi vers l'industrie. C'est le choix que j'ai fait, notamment vers les éco-industries et la croissance verte. On va écouter Laura qui voulait vous interroger sur les questions d'insécurité. Ayant eu un accident de la voirie pour être tombé sur une crotte de chien et avoir de grosses séquelles, qu'est-ce que vous comptez mettre en place face à l'incivilité des gens? Allô, allô, faites quelque chose pour nous. Merci. Elle parle des incivilités, elle parle aussi des petits problèmes du quotidien, quoi. On le sent bien. Est-ce que c'est pas aussi ça, tout simplement, être maire, devoir répondre à ce genre de questions? On vous imagine plein de bonnes ambitions, mais la réalité, c'est aussi tout simplement les petits tracas du quotidien, quoi. Ces petits tracas du quotidien, j'y suis attentif.
Bon, malheureusement, glisser sur une crotte de chien, le maire, si quelqu'un n'a pas respecté les arrêtés municipaux où en plus nous proposons des petits sacs plastiques tout le long des trottoirs. Vous en avez pris énormément, beaucoup d'arrêtés anti-bivouac, anti-regroupement, anti-épicerie de nuit. On en parlera tout à l'heure avec Christophe Olodibio. Un numéro qui s'appelle le 1906 qui est à l'Omairie. Pour qu'on réponde à tout le monde. Nous avons fait avec Cisco et IBM des spots mairie, c'est-à-dire des cabines numériques où on parle en direct avec un agent municipal ou que l'on se trouve. Tout ça, ça a un coût. Et tout ça, ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. Et on va justement entendre Élie qui voulait vous interroger sur les impôts locaux. Je voudrais savoir, est-ce que les impôts locaux vont encore augmenter vu que la ville a entrepris de grands travaux? Alors? Eh bien, vous savez, pour tout dire avant, pour qu'on ait la garantie qu'après rien ne change, après ne pas avoir augmenté pendant 5 ans la fiscalité locale pour ce qui est de la ville, on est resté au même taux de la taxe d'habitation et au même taux de la taxe foncière bâtie. En même temps, sur la métropole, on est resté au même taux de la taxe foncière non bâtie pendant 6 ans. Et on est resté au même taux de ce qui aujourd'hui est la CFE qui remplace la taxe professionnelle, au même taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, justement pour préserver le pouvoir d'achat au plan local, pendant que les socialistes écrasent et matraquent les Français fiscalement. Eh bien, Nice, nous sommes restés non seulement au même taux, mais en plus, nous pratiquons le taux d'abattement le plus élevé autorisé par le Code général des collectivités territoriales. Justement, nous a rejoint Emmanuel Le Chip de BFM Business. Là-dessus... Oui, on va commencer par Nice, puisqu'on y est, et on y est si bien. Parce que je vous entendais tout à l'heure, railler un petit peu Martine Aubry en disant si elle était Premier ministre, oulala, mais finalement, quand je compare les chiffres de Lille et les chiffres de Nice, bon, finalement, elle n'a pas tellement à rougir, Martine Aubry, en matière de dette, par exemple, par habitant. Allez, 2725 € à Lille, 2536 chez vous, selon les chiffres très sérieux fournis par le classement de mon camarade du Point, Christophe Olodibio. Sur les charges de personnel à la mairie, 945 €, mais 851 à Lille seulement. Et sur les taxes, les impôts locaux sur les... vous êtes plus élevés qu'à Lille. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, que vous qui donnez quand même des leçons de bonne gestion, est-ce qu'on ne se laisse pas un peu aller à la mairie de Nice? Est-ce que les impôts locaux sont pas quand même très élevés, avec un niveau d'endettement substantiel? Monsieur Emmanuel Le Chypre, d'abord, vous ne regardez pas le fait que nous n'avons pas le même statut à Lille et à Nice. Vous ne regardez pas le fait que Madame Aubry est en communauté urbaine. C'est vous qui avez commencé à comparer, hein, non, mais vous parlez de la ville. De la ville. Oui, vous parlez de la ville, mais parallèlement à ça, il y a une communauté urbaine. Absolument. Et il y a une métropole, qui n'ont pas les mêmes compétences. La métropole a beaucoup plus de responsabilités que n'en a la communauté urbaine. Et les chiffres que vous avez donnés... Pour être précis, la métropole, Nice, plus pour les gens. Oui. Et la communauté urbaine, c'est Lille. On est d'accord? C'est ça. Oui, non, mais pour bien préciser... Oui, et nous avons les mêmes compétences que la communauté urbaine, avec en plus les responsabilités de toutes les voiries, anciennement municipales, départementales, nationales, la promotion économique à l'international, le transport scolaire, etc. Bien. Donc, si nous prenons que la ville de Nice, vos chiffres, je vais un peu les contester, parce que ce que vous adressez à mon camarade derrière. Non, mais non, c'est les chiffres que vous venez de donner. Ah oui, mais c'est les chiffres qui sont donnés par le Point. Non. Et qui sont officiels. Mais... Concrètement, pour la suite, vous vous engagez... Non, je ne laisserai pas passer ce moment-là. Allez-y. Il est trop savoureux et trop succulent. D'accord? Il est trop savoureux et trop succulent. Le classement, vous savez, Lille... et la première en matière de taux de taxe d'habitation, c'est pas le Point, c'est le ministère de l'économie et des finances. Et Nice, 5e ville de France, est en 11e position. Donc je vous le donne, il est officiel. Je continue. Et ce que le Point, qui est un grand hebdomadaire que je respecte beaucoup, mais a oublié de préciser, c'est que nous pratiquons le taux d'abattement le plus important, le plafond le plus important autorisé par le Code général des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'au-delà du taux de taxe d'habitation, nous pratiquons un taux général de 15% d'abattement. Un taux pour une famille qui a 2 personnes à charge de 20%.
et un taux pour une famille qui a 3 personnes à charge de 25%. Et exceptionnellement, en plus, un taux d'abattement de 10% par personne handicapée. Ce qui fait, je vous prends un exemple, quand à Nice, une fille qui a 3 enfants paie moins de taxes d'habitation à Nice qu'à Lille, c'est 753 € contre 788 on va pas faire à Lille. tout sur la pub. Vous savez très bien que la société... Vous avez pris le mauvais exemple. Laisse-moi terminer. Non, le niveau de taux que vous prenez, vous savez très bien que le taux dans une ville, ce qui compte, c'est à la fois le taux et aussi l'assiette. C'est-à-dire le nombre de gens qui payent l'impôt. Et vous savez bien que la sociologie à Lille, elle est beaucoup moins... je vais pas dire riche, mais disons que grosso modo, votre base fiscale à Lille, votre base fiscale à Nice est beaucoup plus large qu'à Nice, où la population capable de payer des impôts est beaucoup moins importante, et que donc le taux est plus élevé. Donc vous avez une base fiscale plus large. Mais on va pas c'est difficile on va pas... pour vous, là, quand même. Non, pas du tout. Pardon de vous avoir rendu la tâche un peu pas du tout. C'est juste pour expliquer aux gens qu'il y a deux choses, qu'il y a le taux et qu'il y a le nombre de gens qui payent l'impôt, et qu'évidemment plus il y a de gens qui payent l'impôt, comme à Nice, plus le taux est faible. C'est logique. Pour une même recette. Et je vous pose une question. Qui c'est qui fixe l'assiette? Ah bah c'est vous. Non? Ah mais non. Vous avez mal étudié votre sujet. L'assiette, pardon, l'assiette. Oui. Ça tourne au cours. Oui, j'ai pas bien révisé mon cours. Qui fixe l'assiette? Non, mais vous avez raison. C'est qui? Qui fixe l'assiette? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, je suis d'accord. C'est le gouvernement. Et aujourd'hui, qui fixe l'assiette et qui l'a proposé au nom de la majorité socialiste? C'est Monsieur Christian Eckert, le rapporteur général socialiste de la Commission des Finances. Je voulais juste vous faire remarquer que quand vous avez beaucoup de contribuables qui peuvent payer, c'est la gauche, et ceux qui font payer moins, c'est la droite. Allez, on passe. Alors juste, on va rester sur les impôts, mais au niveau national, parce que vous nous avez dit tout à l'heure que la proposition de François Hollande, c'était bien beau, mais derrière il y avait rien, ça tenait pas la route. Vous, et notamment dans le programme que vous avez présenté à l'UMP avant les vacances de Noël, il y a des propositions de baisse de dépenses publiques, puisque vous êtes d'accord que si on veut réduire les impôts, il faut bien réduire d'abord la dépense publique. On commence par quoi? En priorité, quand on veut réduire la dépense publique dans ce pays significativement. Ah bah écoutez, j'ai une série de propositions que j'ai faites qui sont sur mon blog. Je vais vous le dire, il y a 12 milliards d'impôts de plus qui ont été votés. Moi je propose que M. Hollande, qui a eu de bonnes intentions le 31 décembre dernier, dès le mois de janvier, fasse une proposition, un projet de loi de finances rectificative pour revenir en arrière sur les 12 milliards d'impôts de plus en réduisant les dépenses. Et comment on peut réduire les dépenses? 500 millions d'euros de fraude à la sécurité sociale. On supprime l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière. 800 millions d'euros. Mais c'est des petits millions. Les 60 000 enseignants. 2 milliards d'euros par an, puisque vous voulez qu'on monte en chiffres. Ensuite, sur le nucléaire civil, où on a décidé de baisser la production de 75 à 50%, c'est-à-dire ce qui garantit aujourd'hui notre indépendance énergétique. 5 milliards d'euros par an, 150 000 emplois d'avenir, 1 milliard par an, 100 000 contrats de génération, 2 milliards et demi par an, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, 500 millions par an. Là, on arrive à une dizaine, allez. On est déjà à 15 milliards d'euros, c'est-à-dire 3 de plus. Même Sarkozy, même l'objectif de Nicolas Sarkozy, c'était au moins 50 milliards. Vous me demandez des propositions, je vous en fais. C'est pas à la hauteur. Ne me reprochez pas, c'est pas à la hauteur des 12 milliards. Mais non, c'était au moins 50, on nous dit, François Hollande nous dit 50 milliards, et je vous rappelle le discours de la porte de Versailles en 2007 de Nicolas Sarkozy, il nous promettait 50 à 80 milliards d'économies. Alors, où est-ce que vous allez? Au-delà, dans la réforme de l'État, par exemple, je ne sais pas. Alors merci de m'offrir cette opportunité, parce qu'il y a à la fois la baisse des dépenses, mais il y a aussi l'amélioration de la compétitivité. Il y a aussi être plus performant pour créer de la croissance et de l'emploi, parce que le problème majeur dans notre pays, c'est ce qui nous permettrait d'ailleurs de réduire les dépenses, c'est de réduire par exemple le coût du chômage. Alors je propose déjà une première mesure, et là c'est en tant que responsable d'une collectivité territoriale, que chaque fois que le gouvernement, parce que je vois avec ses gros sabots M. Hollande et son gouvernement débarquer, chaque fois que le gouvernement décide de se décharger d'une responsabilité, d'une compétence sur la collectivité, il fasse voter une autotaxe. Il se taxe lui-même. Lorsqu'on décide de la réforme des rythmes scolaires qui coûtent des centaines de millions d'euros aux collectivités de France, on dit, ben voilà, on se taxe de centaines de millions d'euros qui correspondent à cette dépense. Deuxièmement, l'interdiction de la rétroactivité fiscale. Troisièmement, stop, on gèle tous les impôts, c'est fini, parce qu'augmenter les impôts, c'est l'impôt qui tue l'impôt, c'est le non-consentement à l'impôt. Le millefeuille, ensuite le les département, ça sert à quelque chose. On peut supprimer le département pour aller un petit peu plus loin, quand même, Christian Estrosi. Je parle d'un sujet d'abord prioritaire qui peut être réglé tout de suite.
Pourquoi les grandes multinationales françaises, les grandes entreprises nationales sont fiscalisées seulement à 11%, et surtout lorsqu'elles versent des dividendes à l'étranger, et la moindre PME française, alors que 95% de l'emploi dans notre pays vient des PME, c'est Arnaud Montebourg qui serait content de vous entendre. Non mais c'est M. Montebourg qui reprend les propositions de son prédécesseur. Ne confondons pas. D'accord. Et pourquoi Non mais je propose simplement. Mais j'en ai pour ma dernière proposition. Je propose simplement qu'elle soit surtaxée lorsqu'elle verse des dividendes à l'étranger et qu'elle conserve le même niveau de taxe lorsqu'elle crée des emplois supplémentaires dans notre pays, sans oublier le Small Business Act qui permettra à des collectivités comme la mienne de pouvoir garantir à l'ensemble de ces entreprises régionales de ne pas être concurrencées par des entreprises internationales et de pouvoir proposer directement des investissements, des travaux et de l'emploi local. On va marquer une pause, Christian Estrosi. Merci Emmanuel. Et dans un instant, c'est Christophe Onodibio du Point qui nous rejoint. Bonsoir Christophe Onodibio. Bonsoir Apolline. Vous nous avez rejoint. Bonsoir Christian Estrosi. Et vous avez... Bonsoir Christophe Onodibio. Bonsoir Apolline. Vous nous avez rejoint. Bonsoir Christian Estrosi. Et vous avez étudié le parcours de champion de moto vers homme politique. Ben oui, Christian Estrosi, on va plonger dans le temps. 22 mai 1974, vous avez 18 ans et demi, vous êtes la dernière révélation du Tour de France à moto. Et dans une émission qui s'intitulait Le virus de la moto, vous êtes interrogé sur votre préférence entre la course de côte et le circuit de vitesse. On écoute. En circuit, c'est net, c'est le premier qui passe l'arrivée qui a gagné. En course de côte, il faut plus se défoncer au maximum sans trop chercher à prendre les trajectoires et à passer fort de partout, alors qu'en circuit, il y a beaucoup plus de calculs et beaucoup plus de recherche de trajectoires. Alors la politique, c'est plutôt la course de côte ou le circuit de vitesse? Circuit de vitesse beaucoup plus net, premier qui passe qui a gagné, et puis l'autre, je sais plus, moi je suis nul en moto, plus de calcul, plus de recherche de trajectoire. C'est un moment très sympathique en tout cas de revoir ces images. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison possible avec la politique, si ce n'est que tout sportif de haut niveau a en lui quelque part la volonté de la performance, la volonté de la perfection, de ne pas décevoir. On a des sponsors, on a des marques qui nous soutiennent et on sait qu'on a des responsabilités. Et en politique, on a des responsabilités vis-à-vis de ceux qui nous font confiance aussi. Et on a il ne faut pas les décevoir. Voilà, exactement. Alors, le goût de la vitesse, Christian Estrosi vous fait parfois dire des choses assez surprenantes par leur impétuosité. Ainsi, avec les gens du voyage qui s'étaient installés sur un terrain de foot à Nice, le 1er juillet 2013, on vous écoute. C'est là encore. Vous êtes des délinquants à partir du moment où vous avez commis l'effraction pour rentrer sur un lieu public. Je regrette que vous n'ayez pas le même régime que l'ensemble des citoyens français et que le gouvernement socialiste ait choisi de vous épargner. Mais en tout cas, moi, je ne vous épargnerai pas. Je ne vous épargnerai pas. C'est pas un peu violent, ça, de la part d'un élu? Mais je vais vous dire mieux, je ne les ai pas épargnés. Oui. Je ne les ai pas épargnés parce que lorsque je les ai traités de délinquants, c'était des délinquants. J'aurais même proposé de déposer plainte pour diffamation contre moi. Ils ne l'ont pas fait. Parce que quand on rentre avec des pinces Monseigneur, par effraction, sur une propriété publique ou une propriété privée, et qu'on s'y installe sans droit ni titre, on est tout simplement un délinquant. Pourquoi n'importe quel Français qui se comporte comme cela se retrouve traduit devant un tribunal, et des gens du voyage qui, en l'occurrence, étaient des citoyens français, que je respecte, ne sont pas traités par le gouvernement actuel de la même manière. Il a fallu que je me batte tout seul. J'aurais dit, alors qu'ils m'ont dit qu'ils étaient là pour 3 semaines, et que, en plus, ils m'ordonnaient presque de leur apporter l'eau et l'électricité, qu'ils n'auraient pas d'eau, pas d'électricité, et qu'ils seraient partis avant 24 heures. Ils sont partis avant 24 heures. Et j'ai fait faire des saisies conservatoires de tous leurs véhicules par le tribunal de grande instance de Nice. Et je suis allé plus loin. J'ai cherché comment tout ça fonctionnait. Et je suis tombé sur une association à laquelle ils appartenaient, qui est propriétaire d'une grande et belle propriété dans le Loiret. Et c'est ainsi qu'il y a 5 semaines de cela, j'ai obtenu du tribunal de grande instance de Montargis une hypothèque sur cette propriété de 625 000 €, c'est-à-dire le montant des dégâts qu'ils ont occasionnés, parce que ce n'est pas aux Niçoises et aux Niçois et aux contribuables français
à payer la facture des dégâts qu'ils ont occasionnés. Donc, vous voyez, je suis allé jusqu'au bout, je vous dis ça sereinement, et à aucun moment je ne vais m'abriter derrière la pensée unique ou le politiquement correct. Non, mais c'est pas ça, mais c'est étonnant parce que vous déclariez, par exemple, à Marianne, c'était en juillet 2011, la meilleure façon de contrer le Front National, ce n'est pas de pointer une communauté, ni de faire dans la surenchère sécuritaire, et vous ajoutiez, il faut se montrer plus humaniste que les socialistes. Et quand en 2013, vous proposez, vous envoyez à 3500 maires votre guide pratique, votre mode d'emploi, en fait, je cite, pour prévenir les occupations illégales du domaine public par des populations non sédentaires, et que vous ajoutez que vous pourrez les mater, hein, j'en ai maté d'autres, je les materai, c'est pas très humaniste, ça. Mais pourquoi vous parlez d'humanisme, c'est pas un problème d'humanisme. Ces gens, comme je vous l'ai rappelé, ont parfaitement les moyens de vivre leur train de vie avec leurs belles et grosses voitures, caravanes. Est-ce que c'est pas une caricature facile? Vous prenez un exemple qui relève de la gestion du maire, qui n'a pas été secondé ni aidé en cela par le gouvernement et par le préfet des Alpes-Maritimes. C'est quoi, c'est David et Goliath, quoi. Mais c'est pas un problème de surenchère. Puisque non, mais de pointer une communauté quand vous dites voilà, vous prenez cet exemple non sédentaires. Vous prenez cet exemple parce que il a été mis en valeur par les médias au mois de juillet dernier. On en a parlé parce que c'était saillant. Parce que vous en avez quand même fait un peu votre cheval de bataille. Mais ça fait 6 ans que les Niçois m'ont confié cette responsabilité, que j'ai expulsé près de 98 squats. On n'en a pas parlé pendant 6 ans. Tout d'un coup, parce que pendant l'été dernier, ça devient un phénomène d'actualité, on me met au centre de ce phénomène d'actualité. Moi, c'est pas de la surenchère, c'est la gestion quotidienne du maire de Nice. Les Niçois savent qu'aujourd'hui, je ne laisserai personne venir sur le territoire de la ville de Nice ne pas avoir un comportement républicain et se comporter en délinquant comme l'ont fait ces gens. Alors, autre chose pointée par les médias, hein, puisque vous montrez du doigt les médias, ce sont ces 22 Roms de Villeurbanne qui se sont présentés à la mairie pour demander une carte d'électeur. Ils sont pourtant installés dans un campement sauvage et la carte devrait leur être remise vers la mi-mars. Ils ont toutes les attestations qu'il faut. Ça vous inspire quoi, cette démarche civique ? D'abord, je ne connais pas leur dossier, je ne les ai pas étudiés. Tout ce que je sais, c'est que, en ce qui concerne la population rome dans notre pays, pour une immense majorité d'entre elles, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière et que le devoir du gouvernement serait d'appliquer les lois de la République et de les raccompagner aux frontières de leur pays, tout simplement. Mais lorsque je vois le dialogue qu'a entretenu avec une adolescente, la petite Leonarda, le président de la République, par frontière interposée, je me dis que la République française est tombée bien bas, tout simplement. Donc je serai vigilant à ce que toutes les règles de la République soient appliquées, et si on essaie de m'imposer d'une manière ou d'une autre une régularisation qui n'aurait pas lieu d'être, ou une carte d'électeur qui n'aurait pas lieu d'être délivrée, eh bien je m'y opposerai par tous les moyens de droit dont dispose un maire. Léonarda, pourquoi tomber bien bas? Il fallait absolument... Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Mais vous dites c'est tombé bien bas. Bon, c'est pas le rôle du président de la République. Il y a des lois qui s'appliquent pour tous. Il n'y a pas d'exception à faire. Vous avez tout simplement le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur qui a à prendre les décisions nécessaires. D'ailleurs, je vous rappelais que M. Valls était sur le point de le faire et qu'il a été désavoué par le président de la République. Alors, on en a parlé un petit peu avec Apolline. Dernière question sur votre avenir, Christian Estrosi. Le 6 mai 2007, on vous voit à Place de la Concorde, juste derrière Nicolas Sarkozy, que vous semblez continuer à suivre fidèlement, puisque vous déclarez le 30 mai 2012, il y a un leader naturel moral, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et il le demeure, car un leader naturel, ça ne s'improvise pas. Le 4 avril 2013, dans Le Point, vous enfoncez le clou. J'ai été fidèle et loyal à Sarkozy pendant 30 ans. S'il faisait un retour demain, il pourrait compter sur moi. Et pourtant, vous ajoutez, aujourd'hui, je suis libre et indépendant. Je me considère comme estrosiste. Alors l'avenir, il est sarkozyste ou il est estrosiste? D'abord, l'expression estrosiste est bien sûr exagérée à dessein. C'est pour bien faire comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, que, bon, voilà, on peut être à avoir en référence une grande personnalité qui a participé à la croissance de notre pays. J'estime que je suis d'une filiation gaulliste. Bon, je me revendique de cela. J'ai le sentiment d'ailleurs que Nicolas Sarkozy ne s'est pas comporté autrement qu'en président gaulliste pendant ses 5 ans de mandat.
Au-delà de cela, je considère qu'il est la personnalité politique sans doute la plus expérimentée. Mais nous, on ne comprend pas. Hein. Pauline, elle a essayé. On n'arrive pas à savoir. Il est génial. En même temps, dès qu'on vous dit est-ce qu'il faut qu'il revienne, vous dites mais il y a un calendrier. Dans le moment, ce soir, tout le monde est bien. Ce soir, vous m'interrogez sur un certain nombre de choses. Je vous fais part de mes propositions. Non, mais en plus, on est à l'aube de cette année 2014. On a senti qu'il avait... C'est l'année des vœux. Il avait posé des petits cailloux, quoi, Nicolas Sarkozy. Je vous fais part de mes propositions. Je vous fais part de mes projets. Je vous fais part de ma vision pour mon pays sur la manière dont je souhaite que nous retrouvions... Mais le leader... Qu'est-ce que vous lui souhaiteriez comme vœu à Nicolas Sarkozy pour 2014, là, par un petit texto que vous rendriez public, là, maintenant? Vous lui souhaitez quoi? D'abord, j'ai eu l'occasion de l'avoir. Je souhaite qu'il soit heureux, tout simplement. Oui. Mais comment? Oui, mais vous savez... On ne peut pas rire des choses qui comptent dans notre pays. C'est pas n'importe qui. Je ne ris pas de la situation du pays. C'est un des présidents de la Ve République qui a aujourd'hui une expérience importante pour nous. Je ne sais pas quels sont vos désirs personnels pour votre avenir. Vous ne connaissez pas les miens et je ne les dévoilerai pas forcément. Pour l'instant, c'est plutôt maire de Nice, mais je ne sais pas quels sont les siens. La première chose que je demande, c'est qu'on le respecte. Et puis viendra le temps où lui-même nous dira de quelle manière il entend contribuer, parce que je sais qu'il n'abandonnera pas son pays, c'est une sorte de devoir pour lui, parce que je le connais suffisamment, pour apporter une contribution au renouveau dont a besoin notre pays pour inverser la situation calamiteuse dans laquelle nous sommes. Eh bien, je souhaite que ce moment-là, il soit disponible. Merci Christophe. On se retrouve dans un instant pour la deuxième heure de BFM Politique. À tout de suite. C'est la deuxième heure de BFM Politique avec mon invité, Christian Estrosi, député maire de Nice. Véronique Jacquier nous écoute toujours en régie, puisque c'est elle qui clorera l'émission tout à l'heure. Mais avant cela, c'est Jean-Jacques Urvoas, le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui est député socialiste du Finistère, qui viendra dans un instant pour porter la contradiction à Christian Estrosi. Mais revenons d'abord sur l'actualité de la semaine, et notamment cette polémique autour de la tournée de Dieudonné. Elle commence cette semaine. Vous avez été l'un des premiers maires à Nice à dire que vous feriez tout pour vous opposer à la venue de l'humoriste supposé dans votre ville. Est-ce que, oui ou non, Dieudonné viendra pour un spectacle ou non? Vous me parlez de monsieur Mbala, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous? Non, la personne à laquelle vous faites référence a un nom. Son nom de scène, c'est Dieudonné. Hein. Oui, mais justement, je regrette que vous parliez de nom de scène. Car M. Mbala, pour moi, depuis longtemps, n'est plus un humoriste ni un homme de scène. Vous me parlez de la polémique de la semaine. Je suis même surpris que ce débat vienne si tard dans le débat républicain de notre pays. Parce que moi, ça fait bien longtemps que j'interdis à M. Mbala de se produire dans ma ville et que je m'y suis opposé. C'était encore le cas le 13 avril dernier, alors qu'il avait une date de programmée. Il en a encore une, qui est le 1er février. Non, elle n'est pas programmée parce que je n'ai pas accepté qu'elle soit programmée. Comment vous avez fait concrètement? Parce qu'on le voit notamment à Nantes, on le voit même à Paris, puisqu'il y a eu son spectacle cette semaine. Mais d'abord, est-ce qu'on peut parler de la motivation? Parce que chacun est animé d'un certain nombre de valeurs. Je considère que lorsque l'on se produit pour faire un meeting politique, pour proférer des propos antisémites, racistes, qu'on a même été candidat à des élections, et que si on avait plus de courage, plutôt que d'essayer de se faire passer pour un humoriste qui se produit devant du public, on irait devant des électeurs pour défendre des thèses qui sont inacceptables et qui sont condamnées et condamnables par la loi de notre pays. Eh bien, monsieur Mbala, dans ma ville, n'a pas... À la limite, vous préféreriez que plutôt que de se produire sur scène, il se présente devant des électeurs. Un maire a des dispositions dans le Code général des collectivités territoriales. Moi, lorsque un établissement de nuit ne respecte pas en matière de vente d'alcool ou d'horaire d'ouverture les règles, je demande une fermeture administrative de son établissement. Lorsque on ne respecte pas... Qu'est-ce que vous avez invoqué ? Là, j'ai tout simplement demandé aux 2 établissements qui étaient sollicités et qui font l'objet d'une autorisation d'exploitation par la ville, puisque ce sont des propriétés de la ville, le Palais des Congrès d'un côté, notre Zénith, la salle Nicaïa de l'autre, que l'on n'accepte pas que M. Dieudonné
puisse se produire. Et si jamais tel avait été le cas, j'aurais pris des dispositions qui seraient allées bien au-delà. Maintenant que M. Valls, plusieurs mois, plusieurs années après que j'ai pris ce type de position en tant que ministre de l'Intérieur, mieux vaut tard que jamais quand même, non ? propose. Mais je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Vous savez, en moins de 48 heures, j'ai pris 2 positions différentes. Une où j'ai soutenu de toutes mes forces Manuel Valls, parce que je trouve qu'il a raison et que c'est bien d'être ministre de l'Intérieur, qu'il soit ministre de l'Intérieur et qu'il cherche une solution pour rédiger une circulaire qui nous facilitera la tâche à nous les maires de France et un certain nombre de propriétaires. Si on vous écoute, il n'y a pas besoin de cette circulaire. Vous, sans même cette circulaire, vous êtes débrouillé tout seul. Non, les choses ne sont pas simples parce qu'en droit administratif, on sait qu'il peut toujours y avoir un débat et qu'on peut perdre aussi la partie. Elle est nécessaire. Donc si elle peut nous renforcer, si elle peut faciliter la tâche des maires de France qui sont animés par les mêmes convictions et les mêmes valeurs que les miennes, de combattre l'indicible, l'insupportable, l'insoutenable, l'antisémitisme et le racisme que je ne veux pas voir vivre dans ma ville comme dans mon pays, eh bien, je rends hommage au ministre de l'Intérieur de nous apporter cette contribution, c'est tout à son honneur. Dès le lendemain, ça ne m'a pas empêché de dénoncer le fait que M. Valls veuille par ailleurs imposer aux policiers, aux gendarmes justement, de porter, vous allez en parler dans un instant avec Jean-Jacques Urvoas. C'est pour vous dire que dans la vie publique, il ne faut pas être sectaire. Il ne faut pas s'enfermer dans une idéologie stérile et qu'il peut y avoir de la part d'une majorité, d'une opposition aussi, des moments où l'on se rejoigne et des moments où on n'est pas d'accord et où on s'affronte. Est-ce qu'il faut manifester Lex Larsfeld appelle à manifester mercredi à Nantes pour justement empêcher les spectacles qui, eux, ne sont pas annulés pour l'instant, en tout cas pour l'heure à Nantes? Vous savez, à la demande de Serge Klarsfeld, j'ai imposé sur un espace public de la ville de Nice, devant un hôtel privé qui refusait de mettre une plaque sur sa façade, de rappeler que c'est dans cet hôtel que s'était installé Aloïs Brunner pour pouvoir faire venir l'ensemble des Juifs qui étaient arrêtés en 2003 et ensuite déportés vers la gare de Nice pour aller vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Mais là, cette semaine, est-ce que vous estimez que ça aussi, ça doit être un des moyens de faire pression contre Dieudonné ? Qui est une autorité morale considérable dans notre pays et qui aujourd'hui appelle à la mobilisation pour que personne ne reste insensible à cette cause, je ne peux que soutenir cette initiative. Un mot sur une autre actualité, la SNCM, les transporteurs corses sont à nouveau en grève. Jean-Marc Ayrault leur a pourtant promis 30 millions. Est-ce qu'il faut faire un geste supplémentaire ou est-ce que il faut aller au clash ? C'est un domaine où je pense qu'il faut à un moment une certaine fermeté. Voilà, c'est pas possible que là où nous avons mis en place dans notre pays des services minimums, là où il y a de grands enjeux en termes d'emploi, où il y a une entreprise française dont nous savons que les équilibres financiers et les bilans ne sont pas exceptionnels, je dis qu'il y a un moment où il faut que par le dialogue social, le plus poussé possible, avec ses limites, et il m'est arrivé d'en conduire souvent lorsque j'étais ministre de l'Industrie, où à chaque fois j'ai trouvé une issue, parce que quand dans le dialogue social, il y a à la fois la main ouverte et de l'autre côté la fermeté, on peut toujours trouver le point d'équilibre. Et j'estime qu'il y a un moment où il faut de la fermeté. Les bonnets rouges ont repris le combat en Bretagne contre l'écotaxe. Est-ce qu'il faut définitivement enterrer l'écotaxe ? L'écotaxe, aujourd'hui, personne n'est obligé de l'appliquer. C'est une mesure du Grenelle de l'environnement. J'espère qu'un jour, il y aura en France, en Europe, en matière de production industrielle, en matière de commerce, de produits industriels et de balance du commerce extérieur, une situation qui aura ramené un niveau de croissance où nous pourrons aller plus loin dans notre lutte en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, donc je dis que sans avoir à l'abroger dans la loi, il faut décider de ne pas l'appliquer tout simplement parce que ce serait aux dépens de la capacité de productivité de l'industrie, qu'elle soit manufacturière ou marchande dans notre pays. D'ailleurs, nous l'avions inscrite dans le Grenelle de l'environnement conduit par Jean-Louis Borloo, mais nous ne l'avons jamais mise en place. Je regrette qu'aujourd'hui... Vous avez un peu quand même refilé la patate chaude au suivant, quoi. Non, c'est pas la patate chaude, c'est une disposition qui pourra être mise en place le jour où les conditions seront réunies. Et pour l'instant, elles ne sont pas, visiblement. Et pour qu'elles soient réunies, juste une précision à Pauline de Malherbe qui est importante. Il faudrait peut-être d'abord que l'Union européenne se mette d'accord pour que nous appliquions
tous les mêmes règles fiscales dans ce domaine, et qu'ensuite nous exigions des pays qui viennent et qui produisent dans d'autres régions que la France et l'Europe et qui ne respectent pas les mêmes règles environnementales et sociales que les nôtres, s'imposent les mêmes règles, à ce moment-là nous serons sur un pied d'égalité. En termes de règles et d'Europe, depuis mercredi, le marché du travail de l'ensemble de l'Europe est ouvert aux Roumains et aux Bulgares. Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une menace? C'est une menace. C'est une menace et j'y suis opposé et je me suis battu de toutes nos forces. Déjà en 2011, la question a été posée et la France y était opposée. Je regrette que le gouvernement actuel l'ait accepté. Et ça nous conduit à un vrai sujet qui est le problème de Schengen. Schengen, ça remonte à 1997, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation en matière de flux des étrangers à travers les frontières du périmètre de Schengen à l'intérieur de l'Union européenne sont les mêmes conditions qu'on fasse comme l'Angleterre, qu'on sorte de Schengen ? Qu'on remette à plat les règles de Schengen. C'est pas possible qu'il y ait l'AME en France, l'aide médicale d'État, qui nous coûte 800 millions d'euros. Je vous signale que l'Espagne, qui était confrontée à une crise économique importante en 2010, l'a supprimée. Pourquoi la France ne la supprimerait-elle pas? Pourquoi la France serait la seule de tous les pays de Schengen à appliquer de telles règles qui forcément attirent les étrangers en situation irrégulière? Parce qu'on se dit, ici c'est le paradis, c'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Belgique, c'est pas le cas en Espagne, alors il faut aller en France. Eh bien je dis, mettons à plat les règles de Schengen, faisons en sorte que tout le monde s'aligne sur le même modèle, pour que ce ne soit pas toujours la France qui trinque pour les autres, et à ce moment-là, alors on pourra en discuter. Si on ne veut pas remettre à plat les règles de Schengen, il faut envisager de sortir de Schengen. L'Angleterre, l'Irlande l'ont fait, et après tout, ils s'en portent pas plus mal. C'est l'heure du face-à-face, Christian Estrosi. On accueille Jean-Jacques Urvoas, le député du Finistère. Jean-Jacques Urvoas, vous êtes député du Finistère, vous êtes président de la commission des lois. C'est face-à-face entre deux hommes de conviction sur la sécurité, sur la politique pénale. Vous avez été secrétaire national du PS en charge de la sécurité. Vous avez publié en 2011 vos 11 propositions choc pour rétablir la sécurité. Vous êtes un proche de Manuel Valls. Alors vous connaissez les règles du jeu tous les deux. L'idée c'est que la confrontation elle soit la plus directe possible entre vous deux. Et Jean-Jacques Urvoas, c'est vous qui portez la contradiction. Vous vouliez commencer par votre vision sur les questions justement de sécurité. Oui, Christian Estrosi, bonsoir. On va parler de sécurité, donc on va parler que c'est un sujet sur lequel vous vous exprimez souvent. On va parler police, on va parler gendarmerie, on va parler juge, magistrat. On aurait pu parler sécurité civile. Vous pardonnerez à l'élu breton que je suis d'avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent pas regarder l'émission, puisqu'il y a des inondations beaucoup dans le département et que les pompiers... Nous sommes confrontés nous-mêmes, puisque j'ai des éboulements importants dans mon... Là, d'un côté à l'autre de la France, il y a une certaine solidarité. C'est l'occasion de saluer ceux du service public qui travaillent pour l'État ou les collectivités, qui depuis le 24 décembre dans mon département travaillent. Donc, on va parler police... Si vous saluez les vôtres, je peux saluer les miens, mais je peux saluer ceux de tous les territoires de France. Absolument. Parce que j'estime que dans le domaine de la sécurité civile, la France a des pompiers, des hommes et des femmes, des forestiers sapeurs qui sont exceptionnels et que c'est aussi un des beaux modèles de la France. Bon, là-dessus, vous vous rejoindrez sans doute. Absolument, y compris une pensée pour les sinistrés aussi. Voilà. Bien. Je vous propose qu'on ait un échange. Je vous ai regardé depuis le début de l'émission. Je connais votre tempérament. C'est un bretteur, un sabreur, un premier canonnier. Vous êtes un homme de conviction. Et vous avez des convictions, vous avez dit tout à l'heure, gaulliste, sarkozyste, estrosiste. Je suis socialiste, progressiste. Donc je ne crois pas qu'à la fin de notre échange, nous allons changer, vous et moi, de conviction. Mais faisons au moins je ne crois pas non plus. Voilà. Ah oui, on n'arrête pas d'avoir des points d'accord. Mais au moins que le dialogue soit fécond. Mais justement, on va se mettre d'accord sur un dernier point. Faisons de ce moment un moment d'explication et un moment de compréhension, avec peut-être une conviction, rechercher l'efficacité, une boussole, la faire avec bon sens et avec quelques principes que l'on va suivre. Alors, vous avez évoqué le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est le matricule. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a décidé que depuis le 1er janvier, tous les fonctionnaires de police et de gendarmerie allaient porter sur le revers de leur poche ou sur leur manche pour les gendarmes un numéro d'identification au nom de la transparence. Alors, je vous ai vu, comme je vous lis souvent, vous avez estimé que c'était jeter l'opprobre et la défiance sur les forces de sécurité. Et donc, je voulais qu'on en discute parce que pourquoi voulez-vous ou pourquoi pensez-vous que par essence, les policiers et les gendarmes se comporteraient mal ? Pourquoi redouteraient-ils ce qui, dans d'autres pays, est une évidence, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hongrie ou dans d'autres villes, des grandes villes, Toronto, New York, c'est même le nom qui apparaît. Donc moi, j'ai confiance, et parce qu'ils sont vertueux,
Ils n'ont rien à craindre de ce numéro d'immatriculation qui va être apparent. Et vous, vous estimez que c'est au contraire une manifestation d'opprobre. Alors je voudrais que vous m'expliquiez comment. Voyez-vous, vous-même, vous prenez dans vos propres contradictions. C'est cette espèce d'angélisme qui nourrit le gouvernement socialiste depuis son arrivée. Parce que l'histoire a un point de départ. Le point de départ, c'est lorsqu'il y a à peu près 1 an et demi de cela, on nous sort cette affaire qui est vraiment d'un ridicule consommé, où on nous dit désormais, avant de demander une pièce d'identité pour contrôler quelqu'un, il va falloir que le policier ou le gendarme, d'abord, décline la sienne. Comme si le gendarme ou le policier était quelqu'un de dangereux. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'en plus, c'est faire prendre un risque personnel au gendarme, au policier et à sa famille, et que par ailleurs, lorsque on effectue un contrôle, on n'a pas à se méfier d'un gendarme ou d'un policier. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont engagés pour le service public, qui se sont engagés à prendre des risques personnels dans leur vie parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils aiment la société française et parce qu'ils veulent la protéger. Et parce qu'on n'a pas réussi cette espèce de manœuvre qui consistait à devoir d'abord décliner, vous vous rendez compte, décliner son identité avant de pouvoir avoir le droit de demander l'identité de l'autre, au risque de se prendre un coup de couteau ou un coup d'arme à feu en pleine figure. Eh ben on se dit, tiens, on va trouver un petit palliatif. On va leur imposer de mettre un matricule pour qu'ils soient identifiables. Parce qu'on ne sait jamais si, vous savez, c'est toujours le soupçon du délit de sale gueule, etc. Moi, j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Et à partir du moment où j'ai confiance en eux, et au moment où ils sont menacés dans leur action, ne serait-ce que par la réforme de la loi Taubira qui va encore plus affaiblir. Oui, mais ça va de pair. Oui, mais ça va de pair. Parce que vous savez, quand il y a une loi, mais quand il y a une loi qui commence à interdire aux policiers, aux gendarmes de pouvoir faire certains gestes à la fois préventifs et de flagrant délit, parce qu'il y a une loi laxiste de la réforme pénale qui arrive, qu'en même temps on donne un sentiment de défiance à leur égard en leur imposant un matricule, oui, je dénonce. Mais Jean-Jacques, je comprends pas votre argumentation, parce que nos militaires qui sont aujourd'hui dans les rues de Bangui, en Centrafrique, ou ceux qui sont au Mali, ils portent leur nom sur leur uniforme, ils portent même leur grade, ils portent leur drapeau, et ils en sont fiers. Quand le défenseur des droits demande en 2012 que pour éviter l'impunité, il faut qu'il y ait ce numéro d'identification. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Vous savez que tous les fonctionnaires d'État, depuis l'an 2000, sont identifiables. Et parce que j'ai confiance dans la police, parce que je sais qu'elle est pour l'essentiel, pour son écrasante majorité vertueuse, je ne veux pas qu'il continue à y avoir des dénonciations calomnieuses contre des fonctionnaires qu'on désigne de manière indistincte, tandis que là, ce qui ne demande aucune tracasserie pour le fonctionnaire de police ou de gendarmerie, c'est celui qui a des reproches à faire, qui devra noter le numéro et qui devra aussi, parce que vous savez que le ministre de l'Intérieur, dans sa cohérence, a mis en place un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie et une plateforme auprès de l'IGPN, ce qui fait que les Français, comme tous les Parisiens, peuvent maintenant saisir l'IGPN. Moi, j'ai confiance dans la police et je dis, on a tout intérêt à la transparence. Juste un mot, je finis là-dessus. La police, elle a des droits. Le monopole de la contrainte, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Elle a des droits. Elle doit aussi avoir des devoirs. La transparence me paraît l'un de ses devoirs. Monsieur Voas, on peut en débattre, ça serait dommage de gâcher nos 20 minutes à rester sur ce sujet. C'est une question qui concerne aussi beaucoup les Français. On est en désaccord total. Aujourd'hui, on a équipé les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, dont nous aurons l'occasion de parler dans quelques instants, parce que vous avez dit des choses intéressantes dans vos 11 propositions, et je voudrais des éclaircissements de votre part, d'équipements qui font qu'ils ont des caméras embarquées à leur boutonnière, sur leur taser, sur leurs armes, sur l'ensemble de leurs équipements. Vous avez mis énormément de vidéosurveillance dans votre ville. Aujourd'hui, absolument. Aujourd'hui, il y a suffisamment de dispositions qui permettent aux magistrats, chaque fois qu'ils instruisent, ou à la police judiciaire, chaque fois qu'elle instruit, de vérifier quels ont été les gestes et quel a été le mode opératoire engagé par la police municipale et la gendarmerie pour qu'on leur envoie ce que je prends pour moi un signe de défiance. Vous le prenez pour un signe de confiance, je le prends pour un signe de défiance, c'est un désaccord, point. Voilà. Alors, continuons sur ce type de sujet. Là encore, quand vous parlez du ministre de l'Intérieur, vous dites qu'il est souvent dans le commentaire et pas dans l'action. Moi, je comprends que l'on puisse reprocher beaucoup de choses à ce gouvernement. Je comprends qu'on puisse faire des reproches au président de la République, vous en avez fait tout à l'heure, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à ce gouvernement, c'est de délaisser la sécurité. Parce que justement, sa priorité budgétaire, en termes de crédit,
en termes de moyens, c'est la sécurité. Nous avons voté 2 budgets. Vous avez voté contre ces 2 budgets. Ces 2 budgets ont prévu des augmentations d'effectifs. La sécurité, c'est avant tout une question d'effectifs. Ce n'est pas une question que de loi. Il faut des moyens pour les appliquer. Or, cette année, en 2014, nous allons embaucher 3000 gardiens de la paix, là où vous en embauchez 500, et nous allons embaucher 3300 officiers de gendarmerie et sous-officiers, là où vous en embauchiez quelques dizaines. Vous avez en 5 ans supprimé 17 000 postes. En 2 ans, nous en avons recréé 885 et nous en créerons 2500. Donc je ne comprends pas que vous disiez que ce n'est pas une priorité. Ça vous fait pas rêver, ça, Christian Estrosi, tous ces postes en plus dans la sécurité? Non, c'est un sujet intéressant où on peut avoir un petit point d'accord. Vous voyez, on n'est pas forcément... Tant mieux, on voit que les choses sont constructives. J'aurais de toute évidence, Monsieur Urvoas, souhaité que l'on embauche plus de policiers et de gendarmes. Voilà. Ah, vous les avez même supprimés. Non, mais vous dites-vous, le gouvernement, je suis Christian Estrosi. Vous auriez préféré. Je vous dis Christian Estrosi. Si ça vous fait rêver, quoi. Il y a Monsieur Urvoas, il y a Monsieur Christian Estrosi. Vous avez vos propres propositions qui ne sont pas forcément reprises par le gouvernement, heureusement d'ailleurs. Et puis il y a les miennes. Bon, donc je vous le dis, moi j'aurais plutôt préféré. Et la preuve en est qu'en matière de recrutement de policiers, j'en recrute proportionnellement beaucoup plus que le gouvernement, puisque je serais passé depuis que j'ai été élu maire de Nice en 2008 de 100 policiers municipaux à 380, plus 150 adjoints de sécurité de voie publique, c'est-à-dire 550 policiers municipaux sur le territoire de ma commune. Donc vous voyez que je ne suis pas réfractaire au recrutement de la police, j'ai même la police municipale la plus importante de France. Et elle va dans tous les quartiers de Nice. Et non, parce que nous avons une convention avec la police nationale pour nous répartir la tâche et que chacun puisse occuper des territoires. Et il y a aujourd'hui des zones de sécurité prioritaires je les ai discutés avec Monsieur Valls et nous nous sommes mis d'accord. Et dans cette convention qui fait que j'ai placé d'ailleurs sous l'autorité d'un commissaire de la police nationale et d'un commandant fonctionnel de la police nationale qui a été responsable de la sécurité publique pendant près de 20 ans, la police municipale, pour que nous ayons un lien, car je considère que c'est un pouvoir régalien qui appartient à l'État, c'est la politique de l'État, la sécurité publique, et que un maire doit apporter sa contribution à cela. Et on passera à la politique pénale. Non, mais par contre, en même temps, nous avons pris des dispositions législatives avec des résultats, parce que vous parlez d'effectifs. Moi, ce qui m'intéresse, Monsieur Urvoas, c'est quand même les performances, c'est quand même les résultats, c'est l'efficacité, c'est la sécurité des Françaises et des Français. On a fait passer avec le fichier FNAEG le nombre par milliers de délinquants qui ont été enregistrés au fichier des empreintes génétiques, là où nous étions à un niveau extrêmement faible en 2002. Vous venez de supprimer le racolage passif qui nous permettait pourtant d'avoir une disposition en matière de délit qui nous permette de démanteler des réseaux criminels de prostitution. C'est votre choix. Le renforcement de la cybercriminalité avec l'OPSI de 2011 et de 2012. Je pourrais prendre des dispositions qui aboutissent aux résultats qui sont les suivants. C'est que lorsque nous étions là, en 2002, il y avait un taux d'élucidation de 25%. Lorsque nous sommes partis, en 2012, nous étions à un taux d'élucidation de 38%, 52% de taux d'élucidation grâce à la politique que nous avons menée. On va pas se battre sur les chiffres. Si vous voulez qu'on soit sur un problème de chiffres. Oui, non, moi je parle pas de chiffres, je parle de moyens. Voilà, alors maintenant, oui, mais les moyens, c'est pour avoir des résultats. On est d'accord. Voilà. Bah, vous n'aviez ni les moyens ni les résultats. Donc c'est assez lié. Et le problème, c'est qu'en matière de résultats, aujourd'hui, nous voyons dans tous les domaines. Regardez les chiffres dans vos notes. Allons aussi sur la philosophie. Oui, mais la délinquance monte, la violence monte dans notre pays. Non, mais ça, c'est une affirmation. D'accord. Mais c'est pas une affirmation. Non, mais on va pas publier les chiffres tous les mois. Moi, je les ai, les chiffres. Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous pose une question, puisque vous parlez d'effectifs. Cherchons. Juste une question. Oui. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous nous parlons ce soir, Monsieur Urvoas, en tout et pour tout, et je vous mets au défi de m'apporter la preuve contraire, il y a 1800 policiers nationaux qui sont en tenue sur l'ensemble du territoire national. Ce dimanche soir, date de retour des vacances. 1800 policiers. Vous savez combien il y a de policiers municipaux qui sont en service ce soir? Près de 10 000. Et alors moi, je vais vous poser une autre question, parce que vous avez fait 11 propositions, parmi lesquelles
il y a à mes côtés ce soir le président du syndicat national de la police municipale de France, parce que pour moi il y a 3 forces de police de sécurité intérieure, la gendarmerie nationale, la police nationale et la police municipale. Vous proposez le désarmement des polices municipales, la suppression de l'uniforme et en même temps la taxation des communes ayant trop de policiers municipaux. Donc vous proposez que je sois taxé à cet égard. Si on rajoute au fait que le ministre de la Ville, Monsieur Lamy, dit on va moins aider le maire de Nice, dont vous dites que ma police serait une milice, c'est le 14 décembre 2011 que M. Urvoas ose affirmer que tout le monde n'a pas la milice de Christian Estrosi. Je vous demande de bien vouloir vous expliquer et de me dire par oui ou par non si vous considérez que la contribution que j'apporte à la sécurité de mon pays, c'est avec une milice. Oui ou non? Jean-Jacques Urvoas. Je ne crois pas avoir dit. Vous n'aurez pas répondu par oui ou par non, mais je l'accepterai de passer à un autre sujet. Mais moi, je discute de tous les sujets. Oui, mais parlons déjà de celui-là. Répondez clairement. Une fois, mais j'ai aucun problème pour répondre à rien, monsieur Estrosi. C'est la différence que je fais avec vous. Maintenant, il faut le laisser répondre. Je veux bien qu'on ait un débat sur la police municipale. J'ai cru que je venais parler de la police de l'État. Les polices municipales, c'est pas l'État. Mais je veux bien parler de police municipale. C'est l'État parce qu'ils sont placés sous l'autorité du préfet dans le département. D'abord, il n'y a pas un président de la commission des lois ignorer cela. Mais justement, c'est une grande faiblesse de votre part. Écoutez, d'accord. Vous dites d'abord qu'il y a une police municipale. Moi, je considère qu'il y a des polices municipales. Je considère que la loi aujourd'hui, vous parlez de l'armement, c'est un décret de 2000 qui permet aux maires de faire ce qu'ils veulent. Il y a aujourd'hui 10% des maires... Ce qu'ils veulent, c'est une convention avec l'État. Si vous ne me laissez pas construire mon raisonnement, on peut continuer à assassiner des éléments et je ne crois pas qu'on atteindra l'objectif qu'on s'était fixé, qui était celui de faire un moment d'explication. Je vous donne ma position. Il y a aujourd'hui 36 000 communes, il y en a 10% qui ont des polices municipales. Dans ces 10% qui ont des polices municipales, il y en a 30% qui ont des armes de 4e catégorie, c'est-à-dire des revolvers pour l'essentiel. Bon, donc ce sont des chiffres qui ne sont pas de moi, qui sont des chiffres du Sénat, la dernière fois qu'il y a eu un rapport là-dessus. Bon. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la loi est satisfaisante. J'ai écrit des éléments parce que j'ai une conception de la police municipale, qui est qu'elle est en complémentarité de la police d'État. Et que donc, du coup, on ne doit pas être dans la surenchère. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait une sécurité des riches et une sécurité des pauvres. Je suis pour qu'il y ait une sécurité partout. Je suis pour qu'il y ait une police nationale partout. Et je ne suis pas pour que, effectivement, les communes dépensent de l'argent dans les polices municipales. C'est un devoir de l'État. Et je considère que l'État doit faire ses compétences, doit assumer ses compétences. C'est la raison pour laquelle je soutiens ce gouvernement qui a récréé. Vous me dites, il y a aujourd'hui peu de policiers en tenue dans les rues. Mais comment comment ça ne serait pas autrement, puisque vous en avez supprimé, pardon de le redire, mais 13 700 pour arriver à recréer autant. Mais si, le gouvernement. Cela dit, Christian Estrosi, vous êtes vice-président de l'UMP. Vous avez usé du même subterfuge. Vous êtes vice-président de l'UMP. Bon, vous avez été membre de ce gouvernement. Vous avez voté sous ces budgets. Quand vous étiez membre de la commission des lois juste avant que vous soyez ministre, vous avez voté les budgets, vous étiez même le premier rapporteur de la LOPSI 2, et vous avez été nommé ministre à ce moment-là, et vous avez voté ces budgets. Pour que nous arrivions à recréer... Nous avons augmenté le nombre de policiers nationaux dans la LOPSI 2. Dans la LOPSI 1. Dans la LOPSI 1. Dans la LOPSI 2, celle dont j'étais le rapporteur. Donc du coup, pour arriver à remettre du policier dans la rue, il faudrait que nous fassions plusieurs quinquennats de François Hollande, parce que nous n'en pouvons en recréer que 500 par an. Mais parlons de la politique pénale. Si vous considérez que j'ai répondu sur les polices municipales, j'assume ce que j'ai dit, je crois que c'est une compétence de l'État. Bien. Parlons maintenant de ce que vous dites sur... Est-ce que vous voulez toujours qu'on supprime leur uniforme? Non, mais je dis que la réglementation... Est-ce que la police de Nice est une milice? Écoutez, je ne crois pas avoir dit ce mot-là. Vous l'avez dit, le 14 décembre, non, parce que les Inroc Urvoas, 80% des policiers municipales sont en PACA, la très grande majorité ont moins de 5 agents. Je crois avoir une Tout le monde n'a pas... Mais sur Internet, vous trouverez la référence. Christian Estrosi, ce serait intéressant de vous entendre aussi tous les deux. Vous êtes prêt à vous excuser sur ces propos à l'égard de la police municipale de Nice. Mais je ne m'excuse pas de mots que je ne crois pas avoir prononcés pour une raison qui est très simple. Vous les avez prononcés. Bon, écoutez, si vous savez ce que j'ai dit à ma place, moi je considère avoir... Mais tout le monde y a accès sur Internet. Oui, mais cela dit, vous savez, Christian Estrosi, qu'il n'y a quand même pas tout ce qui est sur Internet est juste. Écoutez ce que vous dit Jean-Jacques Urvoas, là. C'est grave ce que vous dites. Vos propos enregistrés sur Internet me paraissent être une réalité. Si j'ai prononcé ce terme, je pense qu'il est mal adapté, puisque je crois... On a vu les images sur l'INA il y a 40 ans de cela, je crois avoir un minimum de culture historique dans lequel ce terme de milice est connoté, et je pense que s'il a été utilisé, il est à mauvais escient. Bon. Revenons à l'essentiel qui est moi la politique pénale. Vous-même, vous avez lancé cette pétition Stop Taubira. Oui. Vous avez lancé... Donc, Jean-Jacques Urvoas. Vous nous dites Stop Taubira. Bon, alors j'ai lu la pétition que vous avez lancée. Et vous nous dites la justice pénale va à volo.
Moi, j'ai cru que vous nous parliez du bilan de Nicolas Sarkozy. Parce que la réalité, aujourd'hui, c'est que cette justice, il faut la reconstruire. Je me suis renseigné tout à l'heure pour avoir des chiffres qui soient précis. Le procureur de Quimper, dans ma ville, 1575 dossiers. Le procureur de Bobigny, 1200 dossiers à gérer. Comment voulez-vous qu'avec aussi peu de magistrats, nous puissions avoir une action qui soit une action sur l'efficacité, sur la sanction des délinquants? Donc, la politique pénale, ce n'est pas que des lois, les unes après les autres, qui s'empilent au gré des émotions. C'est une construction sur le long terme. Et sans doute est-ce là la rupture avec ce que vous avez soutenu dans le passé. C'est que nous ne faisons plus de lois dans l'émotion. Nous construisons sur un cap, au service de la sécurité de nos concitoyens. Christian Estrosi, le mot de la fin, puisque c'est quand même la fin de ce débat. Vous avez traité beaucoup sur la sécurité. Je suis assez choqué par ce que vient de dire M. Urvoas, car le message qu'il cautionne, qui est adressé aux Français, c'est « je veux une loi de réforme pénale qui supprime les peines planchées contre les multirécidivistes. » Qui ne marche pas. Qui marche les peines planchées ne marchent pas. Qui marche parfaitement. Octobre, mais vous m'avez demandé de ne pas vous interrompre, je l'ai fait. Octobre 2013, l'avocat général près de la Cour de cassation vous allez accepter, les peines planchées ne fonctionnent pas. Je vous ai écouté. Vous allez me permettre d'avoir ce mot de la fin qui me permet de considérer que les peines planchées contre les multirécidivistes, vous savez, ceux qui autrefois venaient 10 fois, 15 fois, 20 fois devant le même juge avec un simple avertissement et ressortaient. Monsieur Urvoas, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la volonté de la garde des Sceaux de supprimer la peine de rétention de sûreté? Elle ne s'applique pas, elle s'applique en 2023. Elle n'existe pas, la rétention de sûreté. Mais elle n'existe pas. Elle a été votée en 2008, elle sera appliquée 15 ans après. En 2023 Oui, elle s'appliquera en 2023. Vous savez à qui? Oui. À Monsieur Tony Meillon. À Monsieur Tony Meillon, qui a assassiné on va pas partir en 2023. Petit morceau, la petite Vous en début de 2014. Non, c'est pas le sujet. C'est de l'émotion. Vous essayez. Je vous dis que vous parlez des choses qui sont des trompe-l'œil qui n'existent pas. Et vous envoyez ce message aux policiers et aux gendarmes selon lesquels chaque fois qu'ils interpelleraient un délinquant, un barbare, un voyou, eh bien, leur tâche serait amoindrie et fragilisée par l'ensemble de la réforme justice de notre pays. Vous auriez sans doute du mal à vous mettre d'accord. Elle est là. Oui, parce que... Véronique Jacquier d'RMC nous a rejoint pour l'After RMC. Bonsoir Véronique. Bonsoir Apolline, bonsoir Christian Estrosi. Alors je vous ai écouté attentivement pendant l'émission, très attentivement, et vous avez une marotte, vous aimez comparer le taux de la taxe d'habitation à Lille et le taux de la taxe d'habitation à Nice. Ce n'est pas la première fois que vous en parlez dans les médias. On va vous réécouter. Attendez, on va vous réécouter. On est 11e. Oui, si on prend d'autres exemples, je vous prends Madame, on peut prendre Madame Martine Aubry peut-être. Oui, allez-y, Lille. On dit qu'elle pourrait un jour être Premier ministre. Bon, je serais très inquiet si Madame Aubry devenait Premier ministre. Quand je vois que la taxe d'habitation que pratique Madame Aubry à Lille est d'un taux de 33,5%, là où celui que j'applique à Nice est de 21,3%. Alors voilà, un peu plus de 33% à Lille, un peu plus de 21% à Nice, vous avez raison, ça c'est du factuel. Maintenant, il y a un paramètre que vous ne prenez pas en compte et ça donnait lieu à une passe d'armes avec Emmanuel Le Chypre qui se trouve derrière moi pendant l'émission. Ça ne veut rien dire, ces chiffres, si on ne mentionne pas la valeur locative de la ville, c'est-à-dire le marché immobilier, la taille de l'appartement, etc., etc. J'ai pris ma petite calculette. Le montant de la taxe d'habitation pour un foyer type à Lille, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants, ça fait 966 €. Et pour le même couple avec 2 enfants à Nice, ça fait 1022 €. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais moi, ça me fait penser à une chose, c'est que vous faites dire ce que vous voulez aux chiffres. Non, c'est vous qui faites dire ce que vous voulez, parce que vous ne découpez pas à l'intérieur de la taxe d'habitation la part départementale et la part municipale. Et si vous prenez un couple avec 2 enfants à Lille, vous avez 6 centimes d'euros d'écart pour un couple avec 2 enfants sur la seule part municipale. Et si vous prenez un couple avec 3 enfants, eh bien là, alors, vous avez carrément 60 € d'écart
entre Nice et Lille, c'est-à-dire que Nice a 60 € de moins pour un couple avec 3 enfants et 6 € de plus pour un couple avec 2 enfants. On a compris, voilà, on a presque tout dit, on a compris que vous gérez. Simplement pour vous dire que si vous voulez faire parler les chiffres, le meilleur moyen c'est de consulter le site de Bercy, où vous aurez tout ce détail, parce qu'encore une fois, ce qui n'a pas été pris en compte tout à l'heure, et qui n'est jamais pris en compte lorsqu'on parle des taux de taxes d'habitation ou de taxes foncières, ce sont les niveaux d'abattement qui sont pratiqués. Vous savez qu'en pratiquant les taux d'abattement les plus élevés, notamment pour les familles les plus modestes et les familles les plus moyennes, c'est de près de 22 millions d'euros de recettes dont nous nous privons sur la taxe d'habitation. On va pas relancer le débat là-dessus. Les élections municipales. Voilà, c'est donc une mesure sociale que je prends. Autre débat, les élections municipales. La droite va-t-elle continuer à se flinguer pour encore un bout de temps à Paris? On va vous réécouter quant à votre positionnement sur NKM. Ce que je veux dire à tous ceux qui appartiennent à notre formation politique, à tous ceux qui sont nos partenaires, du centre et bien d'autres encore, je leur dis l'unité. Ou vous aimez les Parisiens, ou vous aimez les Français, et vous en faites pas une affaire d'ego personnel, et vous vous unissez tous autour de Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, ce sont des problèmes d'ego personnel. Alors, bataille d'ego, vous pensez à quels égos en particulier ? J'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que Nathalie a un travail important à faire pour essayer de recoller les morceaux. Est-ce qu'elle manque pas de poigne justement pour recoller les morceaux parce qu'il y a beaucoup de listes dissidentes? N'est pas mon élection personnelle, c'est la sienne et on doit être tous là pour adresser des messages et pour l'aider à rassembler. Mais les barons de l'UMP sont pas très nombreux pour l'instant pour venir la soutenir. Ils se sont pas bousculés au portillon. J'en fais partie. Voilà, j'ai un devoir de loyauté. Nathalie a été un ministre de grande qualité. C'est une chance pour les Parisiens d'avoir une candidate de cette qualité. Mais vous êtes vice-président de l'UMP. Pourquoi Jean-François Copé ne s'affiche pas à son côté, à ses côtés? J'étais à la Commission nationale d'investiture, dont je suis membre, qui était coprésidée par Jean-François Copé et François Fillon. Et je vous assure que les propos que je tiens ici devant vous sont ceux qui ont été aussi adressés à un certain nombre de nos amis qui avaient du mal à se mettre d'accord d'un arrondissement à l'autre. Quand j'ai entendu certains qui disaient « vous comprenez, qu'on me parachute dans le 5e, quelqu'un qui a toujours été dans le 3e ou je ne sais plus quel arrondissement, pour moi qui suis niçois, je me dis un parachutage, c'est plutôt quelqu'un qui vient de Paris et qui arrive à Nice, c'est pas quelqu'un qui passe d'un arrondissement à l'autre. Il me semble qu'un Parisien est un Parisien et qu'à l'intérieur du périphérique, tout le monde peut se considérer comme étant un même citoyen. Oui, mais ça vous paraît surréaliste. Mais il y a quelque chose de surréaliste justement dans votre fédération des Alpes-Maritimes. C'est le cas de la ville de Cannes. Il n'y a pas d'investiture UMP, Christian Estrosi. Il n'y a pas d'investiture UMP pour des questions de guerre Copé-Fillon finalement. Je réponds à cette question et si vous m'autorisez, je ferai une proposition à propos de Lyon-Paris-Marseille. Sur Cannes, Christian Estrosi. Sur Cannes, il se trouve que nous avons 2 conseillers généraux qui appartiennent à notre même famille politique, qui chacun sont jeunes, ont leur parcours politique, ont des valeurs et on a une certitude, c'est qu'à aucun moment c'est un autre qu'un de ces deux-là qui l'emportera à Cannes. Monsieur Lisnard et Monsieur Tabarot en l'occurrence, mais c'est quand même surréaliste qu'un parti n'arrive pas à investir dans une ville comme Cannes. Vous êtes membre de la commission d'investiture. Vous mélangez Paris et une ville dans laquelle il n'y a aucune chance d'échec. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. C'est le signal que l'UMP envoie à ses électeurs. On dit simplement qu'il y a un premier tour, et puis au deuxième tour, on arbitrera. Ce que vous sous-entendez, c'est qu'à Paris, en revanche, il y a un risque d'échec. Bien évidemment qu'il y a un risque d'échec, tout le monde en est conscient, nous voyons bien les sondages. Et à Cannes, tous les sondages disent que de toute façon, l'UMP sortira vainqueur. Elle a déjà perdu, Nathalie Kosciusko-Morizet ? Je dis qu'il y a un risque, mais il y a une grande chance de succès. Cette grande chance de succès, c'est l'unité. Soyez tous unis. Je le dis clairement à tous nos amis, et Nathalie Kosciusko-Morizet sera le prochain maire de Paris et vous partagerez de merveilleuses responsabilités avec eux. Véronique. Autre question au sujet des municipales. François Bayrou en lice à Pau. Est-ce que vous êtes de ceux qui le soutenaient ou de ceux qui le flinguaient? Vous savez que François Bayrou ait contribué à l'échec de Nicolas Sarkozy, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je le dis très clairement. Donc vous ne lui apportez pas votre soutien. On a un candidat qui appartient à notre famille politique. Bon, si aujourd'hui M. Bayrou reconnaît ses erreurs, reconnaît qu'il s'est trompé, reconnaît qu'il aurait mieux fait de soutenir Nicolas Sarkozy, qu'aujourd'hui il veut se retrouver dans une nouvelle grande famille du centre qui, dans chaque commune de France,
dans chaque commune de France, sur toutes les listes où sont présents des UMP, des centristes, sa formation, le MoDem sera présent. Bon, ben, je dis, nous avons encore 2 mois pour pouvoir trouver un accord. Il se trouve qu'à l'heure qu'il est, Monsieur Bayrou est toujours président du MoDem, et selon les communes, il sélectionne. Il y a celle où il dit, ben, celle-là, j'ai envoyé un MoDem contre les UMP. On a compris que celle-là, j'ai envoyé un MoDem contre les socialistes. Donc, je dis non, je ne dis pas, je dis, voilà. Je souhaite que nous trouvions des accords de partout. Dernière question sur la Centrafrique. Ça fait un mois que la France intervient en Centrafrique. D'après vous, on s'enfonce dans un bourbier? Je ne veux pas dire cela. Nous avons des soldats français qui sont engagés. Et nous avons parmi l'élite des soldats français qui sont engagés, près de 1400 d'entre eux. Ce sont les plus expérimentés, les plus valeureux. Donc nous devons être unis derrière eux. La Centrafrique est un pays qui malheureusement a vu toute organisation gouvernementale qui s'est complètement démantelée en matière administrative, sanitaire, etc. Où le président de 2013 qui a été démis dans un pays qui est à 85% chrétien et à 15% musulman. Vous soutenez le président de la République dans cette opération ? Un mois après. Je dis que nous avons une grosse faiblesse. J'ai le devoir de soutenir les soldats français. Je ne vais pas dire des choses qui vont les mettre en difficulté. En même temps, lorsque nous voyons que même si l'ONU a voté des résolutions, l'ONU n'est pas engagée en Centrafrique. Lorsque je vois que le président de la République n'a pas sollicité l'Union européenne parce qu'il est tellement isolé aujourd'hui au sein de l'Union européenne qu'il n'a pas le soutien de l'Union européenne. Et que c'est un coût pour les Français, cet engagement en Centrafrique, de 400 millions d'euros au moment où nous nous trouvons. Est-ce que vous ne pensez pas, Véronique Jacquier, qu'il serait normal que cet effort soit partagé par tous les citoyens européens qui sont sensibilisés par ce problème, là où c'est les seuls contribuables français qui sont obligés de faire cet effort. Vous dites qu'il faut qu'on y soit, mais pas tout seul. Merci en tout cas Christian Estrosi. Je dis simplement que les Français ne doivent pas être les seuls à faire cet effort. Merci Véronique, c'est la fin de ce BFM Politique. Dans un instant, vous retrouverez Marc Hautement pour le 20h.